LCF. La Chine en français LCF pour les intimes. Bienvenue dans notre rendez-vous quotidien, notre direct quotidien sur les réseaux sociaux et sur la radio numérique terrestre, en compagnie de mon collègue et ami Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. Alors mon cher Christophe, vous êtes bien loin. Comment ça se fait? Attendez voir. Hop là, on va toucher un peu les boutons. On va couper la chic pour laisser passer la musique. Ça c'est étonnant. Hein. Allez, je vous embête pas cette semaine. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir une jeune femme dans nos studios, Madame Zhang Yang. Bonjour Madame. Bonjour. Alors c'est votre première radio. Exact. Et alors là, moi ça me fait super plaisir. C'est un espèce de baptême, donc on va tout faire pour que cette émission se passe bien, pour que vous en ayez un bon souvenir et que vous, surtout, vous preniez du plaisir à animer cette émission avec nous, avec un sujet, Christophe, c'est le sujet pivot qui fait que nous avons invité Madame Yang Zhang. Nous allons parler changement climatique, nous allons parler écologie, nous allons parler CO2, nous allons parler du business qu'il y a autour. Absolument. Et donc voilà, c'est un sujet sérieux et très large, donc on va pas perdre de temps dans du blablatage, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Moi, ce que j'aimerais d'abord en introduction, si tu permets Christophe, c'est de connaître un peu mieux Yang Zhang. Yang, c'est votre prénom, j'ai appris il y a quelques instants que ça voulait dire océan. Exact. Donc, vous êtes aujourd'hui collaboratrice dans cette société qui s'appelle Cibola Partners. Oui. Bien. Et avant de rentrer vraiment dans le détail, j'aimerais m'intéresser un petit peu à vous. Vous êtes chinoise ou française? Vous êtes franco-chinoise, chinoise, française? Je suis chinoise. Je vis en France depuis 12 ans. 12 ans. Ah. 12 ans. D'accord. Et je suis francophone et francophile, mais de nationalité chinoise. Vous avez un français tout à fait remarquable, on est d'accord, Christophe? Meilleur que le mien. Oui. Donc pour cela, bravo. Alors qu'est-ce qui vous a amené jusqu'au français? C'est quoi le parcours? Oui, donc assez, je dirais, assez classique avant mon université. Je faisais mes études comme tous les Chinois de ma génération. Et puis, je faisais mon étude d'université à Pékin. Et puis, à mon diplôme, j'avais le choix d'aller soit en France, soit aux États-Unis. Et j'ai choisi la France parce que il y a plusieurs raisons. Alors pourquoi? Ça m'intéresse parce que les États-Unis, soyons francs, ça fait rêver beaucoup de Chinois. Oui. Les études aux États-Unis ont un prestige particulier, etc. Alors pourquoi avoir choisi la France, Yang? Oui, je faisais mon stage de fin d'études à l'Académie Sciences de Chine et mon tuteur m'avait parlé d'un programme avec le groupe ParisTech. D'accord. Donc, je me suis dit pourquoi pas. En plus, il y avait une très bonne bourse qui est offerte par deux grosses entreprises dans le domaine de l'environnement, puisque ma spécialité était dans l'environnement. Donc, j'ai passé quelques entretiens et ça s'est très très bien passé. Je me suis renseignée dans ce domaine de l'environnement. La France est plutôt très très bien classée. Il y a beaucoup d'industries très intéressantes. Donc, voilà, j'ai fait mon choix de venir en France. Et puis d'ailleurs, comme tous les Chinois, on a une image tellement parfaite de la France. Mais une fois qu'on est sur place, est-ce que cette image correspond aux idées qu'on se faisait ou oui. On est un petit peu, il y a une différence, on va dire. Évidemment, c'est différent. Oui. Mais le fait que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime ce pays. J'imagine, si ça fait 12 ans que tu es installé en France, tu viens en région parisienne, à Paris? Oui, exact. D'accord. Alors, mon cher Christophe, maintenant que les présentations sont faites, moi j'aime bien connaître un peu mes invités, un peu leur intimité. Je te laisse débuter cette interview sur ce sujet donc pivot autour des questions climatiques et des changements climatiques. Alors effectivement, quand j'ai entendu parler de Cibola Partners, je me suis précipité évidemment sur LinkedIn. Enfin voilà, dans ces cas-là, c'est ce qu'on fait. Et si j'ai bien tout compris, votre métier est de trouver des financements
privés, éventuellement de les greffer sur des financements publics dans les domaines des énergies renouvelables, donc sont exclusivement dans le cadre de sociétés. Est-ce que c'est ça l'essentiel de votre métier ? Oui, on peut dire c'est assez correct ce que vous venez de dire. Alors, on est un cabinet spécialisé dans ce qu'on appelle le finance climat. Et développement de projets et de business développement dans les pays en développement et émergents. Donc, le finance climat consiste à concevoir, sourcer des projets dans le domaine de atténuation et adaptation climatique et trouver le bon financement, que ce soit public ou privé. Et souvent, maintenant, on voit de plus en plus le mixte de financement public et privé, puisque c'est pas suffisant de compter que sur des dons ou des prêts publics pour financer ces problèmes de climat qui est très très important. Et aujourd'hui, on sait très bien que on est en retard sur ce sujet-là. Et le financement, c'est un des clés pour avancer. Pour le développement. Donc, exact. Il y a quand même une partie de sourcing, c'est-à-dire qu'une partie de votre boulot, c'est de trouver les initiatives originales, peut-être les petits entrepreneurs du côté de Ouagadougou ou que sais-je, et de dire, tiens, là, peut-être on tient quelque chose. En termes d'idées, c'est ça, de trouver les idées. Il a la technique, il a une idée, il a un savoir-faire. Ce qu'il lui faut pour changer d'échelle, c'est de mettre des sous dessus. Oui, il y a ça. Il y a une partie de nos travaux qui sont assez, je dirais, classiques. Ça consiste à conseiller des gouvernements, des entreprises, des organismes internationaux, des banques, des investisseurs sur leur politique climat et sur le projet de financement climat et évaluer si le projet est viable ou pas, évaluer le projet, combien de bénéfices on peut avoir en termes de climat, en termes d'environnement, en termes Donc vous devez les convaincre avec des arguments comme quoi aujourd'hui investir dans le climat, ça rapporte. Je comprends bien. Oui, complètement. C'est une économie à part entière et quand je parle de ça, je trouve que la Chine est un très bon exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que vous avez vu, les États-Unis a tourné le dos à ce grand problème. La Chine a une approche complètement différente de celle des États-Unis. Non seulement la Chine engage sur ce problème de climat, mais elle a tourné ça comme une opportunité. Comme une opportunité exacte de business. Dans beaucoup de domaines, ce qu'on appelle de clean tech, la Chine est très, très avancée aujourd'hui et qui crée des emplois, qui crée des économies, des compétitivités dans ce domaine-là. Oui, donc là, on sort vraiment du rayon défendre les petits oiseaux et les océans, pour revenir. Il faut bien défendre les oiseaux et les océans, mais pour y arriver... Surtout quand on s'appelle Yang. Oui. Mais pour y arriver, c'est ce que je voulais dire, il faut passer par la case business model, complètement. La case pragmatique. Complètement, oui. Je suis chinoise et je suis très pragmatique. Vous doutez bien qu'il ne suffit pas de planter des arbres pour résoudre le problème de climat. Il faut d'abord... moi, je trouve qu'il y a deux clés essentielles pour réussir dans la lutte contre le changement climatique. Le premier, c'est le financement. Le deuxième, c'est l'industrialisation. Donc, il faut trouver des solutions économiquement viables et qui peut être déployées à grande échelle et qui ne coûtent pas cher. Mais c'est possible, ça ?
Complètement. Ouais. Oui. Alors, on va voir des exemples. On va voir concrets. quelques exemples. Juste avant, puisqu'on est dans les partenaires, je voulais avoir votre avis sur un point qui est souvent mis en avant, c'est le fameux greenwashing. Est-ce que vous, dans le cadre de votre métier, vous arrivez à savoir des fois si, parce qu'une entreprise évidemment qui peut mettre en avant... Tu peux expliquer ce qu'est le greenwashing rapidement, hein. Le greenwashing, en gros, ça consiste pour une société à dire, bon, vous voyez, je mets un peu de sous sur... tel projet écologique ou sur la défense de tel ou tel truc, parce que en termes d'image de marque, c'est extrêmement valorisant. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous composez, je suppose, et est-ce que ça fait partie des atouts que vous mettez en avant? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'une entreprise puisse dire, voyez, je prends un engagement financier fort au service de l'écologie, est-ce que ça améliore l'image de marque? Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est présent dans l'esprit des investisseurs auxquels vous avez affaire? Je dirais que le mot greenwashing, moi je l'aime pas beaucoup parce qu'ils sont tous sincères. Non, on peut pas dire ça non plus. Ils sont tous sincères, mais moi, je m'étais souvent à la place des entreprises. Il est certain que pour l'image de l'entreprise et des marques, c'est important vis-à-vis de ses consommateurs de créer une envie, créer une marque responsable, etc. Aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les grosses entreprises font très attention à leur image environnementale, sociétale, etc. Et on voit de plus en plus dans des entreprises qui font des efforts. Peut-être c'est pas suffisant aujourd'hui et ça reste très mais petit à petit on y arrive parce que il faut bien passer par là. C'est le sens de l'histoire. Oui. Alors justement, on va partir sur un point de départ qui est fondamental. Depuis que le GIEC existe, grosso modo, il y a toujours des gens qui nous expliquent que la planète se réchauffe pas ou pas tant que ça, que l'homme n'y est pas pour grand-chose. Les climato-sceptiques. Voilà, que ça fait partie des grands cycles et que donc il n'y a pas d'urgence à aller investir dans les énergies renouvelables, qu'on a encore du pétrole, du gaz, qu'on n'a pas encore foré l'Alaska, le Groenland, est-ce que c'est quelque chose que des fois on vous oppose, ou en tout cas est-ce que c'est des argumentations que vous entendez? Est-ce que vous pensez en termes d'équilibre de force entre les camps? Est-ce que on sait que ces climato-sceptiques sont financés par des lobbies, des industries, je pense aux frères Koch aux États-Unis par exemple, qui dépensent des fortunes pour expliquer qu'il n'y a pas de changement climatique. Est-ce que c'est quelque chose dont vous tenez compte dans le cadre de vos argumentations? Oui. Le changement climatique, c'est réel. Je pense que oui, il existe des gens qui font partie de ces cercles de lobbying moi, peut-être ils sont sincères, ils le croient pas, mais généralement c'est parce qu'ils sont dans le business des énergies fossiles, quoi. Oui. Enfin, pour les frères Koch et pas mal de lobbyistes reconnus dans ce secteur. Mais en tout cas, ce que moi je constate, c'est que c'est une minorité. C'est pas la majorité de gens dans le monde que vous rencontrez, qui sont dans cette position-là. Je ne pense pas. Alors mon point de vue assez pragmatique, je ne pense pas que c'est incompatible le fait d'utiliser des énergies fossiles classiques et en même temps trouver des solutions alternatives, parce que aujourd'hui on a quand même une économie qui est construite sur les énergies fossiles, qui a des bases qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer. Ah oui, de toute façon, le parc automobile, le parc avion, le parc tout ça, pour l'instant, ça fonctionne avec des fossiles, quoi. Donc, par contre, il est urgent de trouver des nouvelles solutions rapidement et qui pourraient être déployées à grande échelle pour petit à petit passer à une économie plus verte. Et puis, par exemple,
on entend beaucoup de débats aussi sur le nucléaire. Oui. Là encore, je trouve que l'exemple de Chine est assez intéressant puisque la Chine sait qu'aujourd'hui, elle est très dépendante de charbon. Elle n'a pas choisi de passer directement 100% sur l'énergie renouvelable puisqu'il y a des problèmes technologiques qui fait que... Surtout, il y a une consommation d'énergie phénoménale qui ne sera pas suppléée du jour au lendemain parce qu'on plante des éoliennes ou des panneaux solaires. Oui. Donc, la Chine a choisi de marcher sur les deux pieds, c'est-à-dire elle investit massivement dans les énergies renouvelables, dans les solutions propres. Parce qu'elle vient de passer premier investisseur mondial sur ces domaines il y a quelques mois. Et en même temps, elle fait appel aussi à nucléaire, qui est aujourd'hui quand même incontournable pour lutter contre le changement climatique malgré ses inconvénients connus. Voilà. L'ambiance au bureau, puisqu'en préparant l'émission, vous m'avez un petit peu expliqué, vous parlez au monde entier, vous-même vous parlez 3 langues. Il y a combien de collaborateurs à Cibola Partners? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, on est une petite équipe d'une 20aine de personnes réparties dans le monde entier. D'accord. Et c'est vrai que nous avons un métier qui nous fait qu'on est une toute petite équipe, mais on travaille dans 80 pays. Différents. Et l'ambiance dans le bureau, c'est on entend souvent français, anglais, chinois obligés. Et on entend souvent aussi allemand, italien, russe, de temps en temps arabe, etc. Donc c'est un métier qui nous oblige d'être capable de parler avec toutes les nationalités, puisque le changement climatique, c'est un problème global, et qui nous oblige aussi à capable de parler avec des profils très très différents. Déjà au sein d'équipe, on a des économistes, on a des ingénieurs, on a des financiers, donc des métiers très différents déjà. Diplomates, oui, donc très très différents, voilà. Donc c'est la capacité de comprendre et de comprendre et d'adapter aux besoins de chacun, des parties prenantes différentes, et de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Ce qui vous amène à dire que, quand on a préparé cette émission, encore une fois, vous avez eu ces mots qui m'ont touché. Vous dites, j'adore mon métier parce qu'il est terriblement humain. Oui. Il est très humain. Oui. Pourtant, bon, c'est quand même assez technique, la problématique des changements climatiques. C'est même très technique. Oui. Et vous trouvez que votre métier est très humain. Alors, qu'est-ce qu'il a de très humain ? Et c'est vrai que c'est un problème très technique si on voulait parler de technique, mais avant tout c'est un problème humain parce que ça touche des humains, ça touche des pays, surtout pour les pays le moins développés. Là, ce sont des impacts quotidiens qu'on constate, des agriculteurs africains qui n'arrivent plus à cultiver ces champs parce que le climat change et il faut trouver des solutions d'adaptation pour qu'ils puissent continuer à vivre dans ces conditions-là. Le changement climatique, c'est déjà arrivé puisque c'est en train de se passer. C'est pas non seulement une crainte dans quelques années, c'est déjà arrivé. Donc, il faut trouver des solutions pour bâtir des logements plus adaptés au climat actuel. Il faut trouver des solutions d'agriculture qui permettent de cultiver avec un climat d'aujourd'hui. Il faut protéger des corails qui sont en train de changer, de mourir. Voilà, il y a tout ça qui fait que mon métier est très humain. D'accord. Et en même temps extrêmement varié, parce que comme vous l'avez dit, ce sont des problèmes qui ne sont pas seulement climatiques, mais également géopolitiques. On parle en ce moment de la crise des migrants en Europe, parce qu'il y a la guerre en Syrie, mais il commence déjà à y avoir des réfugiés climatiques. Oui. Et on sait que le désert avance, y compris en Espagne, maintenant à nos portes. Tous les ans, il gagne un petit peu dans le sud. Et donc, c'est prévoir en amont et pouvoir gérer des personnes qui vont devoir quitter leur terre parce qu'il n'y a plus d'eau et qu'ils ne peuvent plus cultiver. Oui. Et que donc, vous avez
un peu l'impression de travailler au bien de l'humanité, d'une manière générale? J'espère bien. Oui, j'espère bien que mon travail est utile. Voilà. Donc, il y a cette dimension-là. Mais avant tout, on est dans le business parce que je le crois, pour changer les choses, il faut que ce soit une économie. Parce que ça peut pas marcher uniquement sur les bons sentiments. Exactement. Non, mais ou sur de l'aide par au pays, le politique, par l'aide, ça ne marche pas que comme ça. Exactement. Ouais. Et alors justement, puisqu'on est dans ces grands équilibres, en gros, nous avions une situation précédente avec les États-Unis, les accords d'Obama qui étaient venus signer à Paris, les fameux accords de Paris. Trump est arrivé, il a commencé à se retirer un petit peu. La nature ayant horreur du vide, c'est plutôt aujourd'hui la Chine, qui deviendrait un petit peu locomotive par la taille de son économie sur ces questions. Quelle part on l'analyse géopolitique? Quels sont les grands équilibres entre États-Unis, Europe, Chine, vu du poste où vous êtes actuellement? Oui, c'est très intéressante cette question. Ah, vous êtes bien aimable, j'ai travaillé avant que vous veniez, j'ai fait mes devoirs. Oui. Et c'est une très vaste question. C'est vrai, on a vu que les États-Unis aujourd'hui a tourné le dos à ce problème global de changement climatique. Il s'est retiré de l'accord de Paris. Et puis, à la place, la Chine a remontré sa détermination de lutter contre le changement climatique. Et non seulement ça, c'est non seulement un engagement politique, mais aussi c'est un outil, c'est un outil économique et financier. Par exemple, la Chine a créé cette initiative de nouvelle route de soie. Au bord, One Belt, One Road. One Belt, One Road. Et ce sera une route de soie verte avant tout. Et dans beaucoup d'industries, on dit propres ou vertes, la Chine a déjà pris la place de leader dans le monde. Je pense notamment au secteur solaire, au secteur éolien, au secteur des véhicules électriques. La Chine aujourd'hui est leader dans ces secteurs-là et compte bien exporter ses savoir-faire et ses capacités de production et de manufacturing le long de cette nouvelle route de soie. Donc, alors que les États-Unis sont en train de se refermer sur soi, la Chine s'ouvre. Je trouve que pourquoi pas. Parce que le tropisme se déplace peut-être un peu à l'est. En tout cas, ce qui va dans votre sens, j'ai potassé un peu l'actualité. Donc là, c'est sorti il y a quelques jours. C'est sorti exactement hier, mardi. La Chine a atteint son objectif carbone 2020, déjà. C'est-à-dire 3 ans avant la date prévue. C'est ce qu'a annoncé hier son responsable climat. La Chine, deuxième pays consommateur d'énergie au monde, a réduit de 46% son intensité énergétique par rapport à son niveau de 2005. Donc ensuite, j'ai tapé ce qu'était intensité énergétique, parce que moi, je ne sais pas. Donc l'intensité énergétique, c'est le rapport entre la production de dioxyde de carbone, les fameux CO2, et le produit intérieur brut. Je vous apprends rien à vous, évidemment. Mais c'est pas facile à décrypter quand même ces problématiques pour les lambda que je suis, c'est-à-dire le grand public. Ce même grand public qui a parfois tendance à confondre problématique climatique avec ce qu'il a au-dessus de la tête, c'est-à-dire la météo qu'il voit le matin en se levant. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon, on va en parler d'ici quelques minutes, parce que là, c'est le moment d'écouter un peu de musique. Alors, c'est une habitude qu'on a chaque semaine. On va un petit peu fouiner dans les hit parades chinois. Et là, ce que j'ai à vous proposer, c'est une chanson chorale. Ce sont des jeunes demoiselles qui sont dans une classe à peu près de 3e, une classe de jeunes filles, exclusivement. Elles ont comme instrument de musique quelques gobelets, des feuilles de papier et des stylos. Et sinon, après, ça s'exprime avec la voix. Et c'est vraiment, je ne sais plus combien de fois ça a été vu, mais il y a un buzz en Chine en ce moment autour de cette très jolie chanson chorale. Écoutez plutôt.